Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Léon Bloy. Léon Bloy est un écrivain fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Il est né en 1846, il va mourir en 1917. Euh, c'est un écrivain qui a fait une œuvre considérable dans les derniers mois. J'ai lu beaucoup de ses livres. J'ai lu les deux romans qu'il a écrits. J'ai lu les recueils de nouvelles également. J'ai lu les essais qui ont été mis ensemble par les éditions Bouquin. Il y a au-dessus de 1000 pages d'essais. J'ai lu des essais qui n'étaient pas dans ce livre-là non plus, comme Les funérailles du naturalisme, ou j'ai lu également La résurrection de Villiers de l'Isle-Adam, qui est un de ses plus beaux textes en termes d'essais, c'est vraiment quelque chose. Et j'ai lu les deux tomes du journal qui sont également publiés chez Bouquin. En fait, c'est deux volumes, mais ça regroupe les 8 tomes. C'est une œuvre très dense, très forte. Il y a une espèce de puissance dans cette œuvre-là. Et j'ai lu, pas la totalité, mais j'ai lu une grande partie de cette œuvre-là en très peu de temps. Ce qui me donne un peu l'effet d'avoir bu une immense bouteille de champagne en 30 minutes. Il y a quelque chose de à être à la fois ivre et assommé. J'ai pas encaissé la totalité de ce que je viens de vivre. C'est quelque chose qui va prendre du temps à décanter. C'est une œuvre qui va être vraiment à revisiter, à redécouvrir. J'ai découvert cette œuvre-là, parce que c'est un écrivain que j'ai jamais croisé durant mes études, dont personne ne me parlait. J'ai découvert dans ce livre, qui est Au régal des vermines de Marc-Édouard Nable, il en parlait avec un tel amour que je me suis dit, oh, qui est ce nom que j'ignore, il faut que j'aille voir. Vous allez voir juste un petit passage de ce que Nab écrit dans Au régal des vermines. Léon Bloy, c'est Charon qui vous fait l'honneur, moyennant une petite obole, de vous faire passer le Styx du paradis. C'est lui, le charitable. En recevant une aumône, il la renvoie comme un ascenseur. Il permet au donneur de s'élever. C'est une question de transfusion. C'est ce qui fait de son ingratitude une sainteté. Alors j'ai lu ce livre, j'ai lu ce passage et je me suis dit, mais qui est ce Léon Bloy dont on parle? Alors je suis allé m'acheter Le Désespéré, qui est son premier roman. Il a écrit seulement 2 romans et c'est un des deux. Euh, et quand j'ai traversé ça, j'ai dit, oh, on a affaire à une plume, là. C'est quelque chose de fort. J'ai déjà fait une première vidéo où je parlais de l'incipit du Désespéré, donc les premières phrases du livre. La première chose qui m'a marqué en lisant Léon Bloy, c'est la richesse du vocabulaire. Hein, j'expliquais déjà comment, au début du livre, euh, le personnage principal, qui est Marche Noir, a l'impression de tuer son père. Mais il le tue pas avec un couteau, il va le tuer avec ses choix de vie. Et vous allez voir comment il décrit cette espèce de meurtre qu'il est en train de faire. Ah, le couteau eût mieux valu sans doute. Le rudimentaire couteau du chourineur filial. La mort, du moins, eût été pour mon père sans préalables années de torture, sans le renaissant espoir toujours déçu de mon retour à l'auge à cochon d'une sagesse bourgeoise. Je serais fixé sur la nature légèrement ignominieuse d'une probable expiation. Enfin, je ne resterai pas avec cette hideuse incertitude d'avoir eu raison de passer sur le cœur du malheureux homme
pour me jeter aux réprobations et aux avanies démoniaques de la vie d'artiste. Quand même. Les avanies démoniaques de la vie d'artiste. C'est quand même quelque chose. Alors, tout de suite après avoir lu ça, je me suis dit, il faut que je fasse une place dans ma vie à Léon Blois. Et là, cette année, j'avais prévu des mois pour lire le plus que je pouvais. C'est ce que j'ai fait et franchement, j'ai rencontré quelque chose. Il était question dans le passage de Nab de l'obol, de l'ingratitude. Il y a un tome, le premier tome du journal de Léon Blois s'appelle Le mendiant ingrat. Et il y a quelque chose avec Léon Blois et l'argent. Il va écrire un essai qui s'appelle Le sang du pauvre, qui est un très bel essai, où il est question de l'argent encore, le rapport à l'argent est mystique, mais dire ça, c'est incomplet. Il y a un rapport, il y a un amour pour la pauvreté. C'est pas un hasard si son deuxième roman s'appelle La femme pauvre. Dans les romans français du 19e siècle, je pense que c'est un des beaux portraits de femmes que j'ai lu. Il va être question de cette femme et de son amoureux et comment ils vont prendre une marche dans un cimetière et choisissent le cimetière parce que c'est là qu'est enterré les pauvres. Éventuellement, le mari en question va décéder et la femme continue avec cette même piété inébranlable. Donc, le personnage, dis-je, s'appelle Clotilde. Clotilde a aujourd'hui 48 ans et ne paraît pas avoir moins d'un siècle. Mais elle est plus belle qu'autrefois et ressemble à une colonne de prière, la dernière colonne d'un temple ruiné par les cataclysmes. Ses cheveux sont devenus entièrement blancs, ses yeux brûlés par les larmes qui ont raviné son visage sont presque éteints. Cependant, elle n'a rien perdu de sa force. On ne la voit presque jamais assise, toujours en chemin, d'une église à l'autre ou d'un cimetière à un cimetière. Elle ne s'arrête que pour se mettre à genoux et on dirait qu'elle ne connaît pas d'autre posture. La femme pauvre. Ces deux romans vont à la fois, puis ils se répondent un peu quand même. Le désespéré fait état de la haine d'un milieu littéraire pour Blois. Et la femme pauvre parle aussi de l'hostilité de l'environnement, mais parle davantage, je dirais, de l'amour. L'amour envers Dieu, l'amour entre les personnages. Et il y a ça chez Blois. On a souvent réduit Blois à une espèce de pamphlétaire violent et haineux. C'est vrai que ça fait partie de son œuvre, on ne peut pas le nier, mais l'œuvre ne se résume pas à ça. Ceci dit, si on veut aller dans cette direction, c'est tout à fait possible. Il va écrire un pamphlet contre Émile Zola. Le livre s'appelle « Je m'accuse », en réponse au « J'accuse » de Zola. Écoutez l'attaque, j'ai rarement croisé des passages de littérature aussi violents. Je vous dis qu'il n'en a pas raté un seul. Tout ce qui se débagoule de plus médiocre, de plus bête, de plus ignare, de plus malpropre
chez les commis voyageurs ou dans les bas feuilletons anticléricaux rédigés pour des cordonniers impies. Tous les résidus de vieilles opinions fétides vomis autrefois par les renégats eux-mêmes, goulûment réavalés par des cuistres abominables et revomis à long flot dans la gueule des derniers chiens du matérialisme, Monsieur Zola les a recueillis comme de très précieux condiments et les a jetés à brasser dans son chaudron. Je comprends qu'on est tenté de réduire Blois à ça parce que c'est tellement violent, tellement fort qu'on reste pris avec le choc. Puis bon, il est question de Zola, mais il va attaquer Paul Bourget, il va attaquer d'autres écrivains. Il y a des écrivains qui détestent vraiment les écrivains du naturalisme, Maupassant. Il déteste particulièrement Anatole France. Mais il y a aussi des collègues, des amis, desquels il va se séparer. Par exemple, Huysmans en est un. Henri de Groux, qui est un peintre que je ne connaissais pas avant de lire Blois, qui a fait de très belles choses. Blois va être très proche d'Henri Groux et va finir par s'en éloigner et lui en vouloir. Alors, il y a cette espèce de force violente. J'essaie de voir où je m'en vais. Ouais. Il y a cette force violente chez Blois et elle va revenir dans ses recueils d'articles. Il y a Belluaire et Porcher. Je le dis-tu dans le bon ordre? Peut-être pas. Il y a Propos d'un entrepreneur en démolition. Oui, c'était bien ça, Belluaire et Porcher. Où il va s'attaquer violemment à des gens. Il ne s'attaque pas seulement à des gens, il y a exégèse des lieux communs, où là, il s'attaque à des concepts, à des idées reçues, qui est un livre aussi très intéressant. Cette attitude violente va l'isoler. Et un texte que j'adore particulièrement, c'est la préface des Histoires désobligeantes. Le texte s'appelle L'enragé volontaire ou la conspiration du silence. Et il va décrire comment un écrivain qui dérange vraiment va nécessairement être ramené au silence par l'ensemble du milieu littéraire. Hein? Pourquoi donc alors me parler d'inanition et de désert? Je ne fus jamais autant visité ni si florissant. Le silence est une prairie favorable aux ruminants de l'éternité, et des animaux très sympathiques y sont attirés auprès de moi presque chaque jour par la luxuriance du pâturage. Le jour où il n'y aura plus de silence autour de ma personne sera certainement un jour terrible. Je me verrai sur du crottin d'argent où ne pousseront plus les pâquerettes aimables ou les anémones pascales de la douleur. Et mes compagnons découragés s'en iront brouter le cytise des licornes sur la montagne. Tenez-vous donc tranquille, Apémantus, les conspirateurs du silence, les silenciaires, comme on disait à Byzance, ne sont rien que des pauvres huissiers qui se trompent, croyant voir en moi un bruyant perturbateur. Vous avez été mon hôte plusieurs fois, et vous savez que j'ai la mâchoire silencieuse, mon rire même, quand je dévore les contemporains, ne réveillerait pas une araignée filandière, et mes pas font moins de bruit encore lorsque je me promène parmi les sépulcres. S'ils étaient malins, ils carillonneraient nuit et jour pour dénoncer ma présence et me priver ainsi de l'incognito qui favorise mes expéditions de vampire.
Ne me parlez plus de ces imbéciles. Il y a une idée là-dedans qui est, lorsqu'on t'attaque, il ne faut pas souhaiter que ça s'arrête. Hein. Il y a quelque chose de comparable, étonnamment, entre le catholique Léon Bloy et le communiste Mao Tse-tung, qui était l'idée être attaqué par l'ennemi est une bonne et non une mauvaise chose. Blois va apprécier ces conspirateurs du silence, les imbéciles qui le détestent. Il y a un passage dans Le Désespéré où il fait une colère incroyable, pas parce qu'on le déteste, pas parce qu'on le rejette, mais parce que quelqu'un qu'il méprise va lui faire un compliment et va essayer de montrer à quel point il l'aime. Et là, ça passe plus. Il y a chez Léon Bloy, je parlais de la pauvreté, il y a également un amour de la douleur. Donc tout ce qui est douleur, pauvreté, souffrance, tout ça est à épouser parce que l'épreuve qui nous est donnée est ce qui va nous élever vers Dieu. Puis moi qui ne suis pas catholique, j'ai tendance à arrêter la phrase plus tôt, c'est que toute la douleur qu'on doit porter, toutes les épreuves qu'on va traverser vont nous élever. Puis j'arrêterai là. Ça nous élève, point. Mais évidemment, pour Blois, c'est nous élève vers Dieu. Euh, il va avoir dans un livre qui est La vie de Mélanie par elle-même, qui est la femme qui a vu Marie la Vierge à la Salette. Elle a écrit son autobiographie. Léon Bloy va en faire une préface. Et dans la préface, il dit « Le paradis terrestre, c'est la souffrance. » Donc pour lui, la souffrance, c'est pas quelque chose dont on se dégage, c'est pas quelque chose que l'on redoute, c'est quelque chose que l'on cherche, c'est quelque chose que l'on épouse. Il y a une phrase dans son journal, vraiment, il y a des formulations qui restent avec nous. Il y a une phrase que je garde quand je vais au travail, au quotidien. Il va écrire le travail, c'est la prière de l'esclave. Et après ça, il rajoute la prière, c'est le travail de l'homme libre. La première partie de la phrase, moi, je la garde au quotidien quand je vais travailler. Hein? Le travail, c'est la prière de l'esclave. J'ai l'impression d'être un esclave qui prie lorsque je travaille. Je vous disais qu'au-delà de la haine, il y avait beaucoup d'amour. Au-delà de la force, il y a aussi beaucoup de subtilité. Et un des lieux où on rencontre à la fois l'amour et la subtilité, ça va être dans Résurrection de Villiers de l'Isle-Adam. Je suis triste que ça n'ait pas été mis dans le livre de bouquin, parce que c'est un texte qui devient plus difficile à trouver. Sinon, il y a les Brelans d'Excommunié qui, lui, est dans le livre bouquin, qui fait l'éloge de Barbé d'Aurevilly, Ernest Hello, Paul Verlaine. Donc, on peut lire son amour et sa subtilité dans ces textes-là. Écoutez ce qu'il dit de Villiers de l'Isle-Adam. Il était d'ailleurs, je l'ai dit, un de ces rares adeptes qui nie la mort, se persuadant que l'autosurvie est un acte simple de la volonté et qu'il est incomparablement plus facile de s'éterniser que de finir. Selon lui, la mort dont parlent tant les imbéciles n'était qu'une imposture, une insoutenable imposture inventée par les fabricants de couronnes et les marbriers. Il avait même écrit, pour son usage personnel, une fantaisie.
hégélienne hélas. Sur cet objet en vue d'établir qu'être et choses ne peuvent avoir d'autre maintien devant l'infini que celui qu'il plaît à notre conscience de lui accorder. Ça va pas tout seul. Il faut s'arrêter, il faut réfléchir, il faut relire. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Être et choses ne peuvent avoir d'autre maintien devant l'infini que celui qu'il plaît à notre conscience de lui accorder. Et c'est dit au détour d'une phrase où il fait juste décrire comment pensait son ami. Son ami qu'il estime beaucoup, ça fait partie des raisons pourquoi il va se séparer de Huysmans. Ça va être la fin de Villiers de l'Isle-Adam qui va le troubler énormément. Je pense qu'essentiellement, Blois n'est pas un être de haine, ni même un être d'amour. C'est un être d'abord sensible. On sent que l'épiderme est comme inversé et qu'on touche direct le sang. Blois est un écrivain criminellement non lu. Heureusement, il existe des éditions encore qui vont ressortir des textes. Il faut fouiller, c'est nécessaire pour le trouver, mais c'est un trésor et il vaut la peine de s'y rendre.